La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Laure. Bonjour Vincent, après avoir passé 16 années au sein du cabinet d'audit et de conseil KPMG, principalement à Genève, et 5 ans à la tête de l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent à Berne, il a repris la direction de la Fédération des entreprises romandes de Genève il y a un an, l'occasion de faire un premier bilan ensemble. Philippe Fleury est notre invité cette semaine sur le plateau de B2B. Philippe Fleury, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec On ne l'a plaisir. pas évoqué dans cette introduction, mais vous avez également le grade de colonel de l'armée suisse. Vous êtes chef de l'état-major Aéro Subito, dont le rôle est de protéger militairement l'aéroport de Genève. Comment accède-t-on déjà au grade de colonel et quel a été votre parcours plus largement au sein de l'armée ? Alors, j'ai suivi un parcours tout à fait ordinaire, recrue, soldat, et puis ensuite j'ai gravi les échelons dans mon arme de prédilection, qui est la défense contre avion. Moi, j'étais dans la défense contre avion légère, c'est-à-dire les missiles sol-air. J'étais dans le circuit des commandants, donc j'étais commandant de batterie, environ 150 hommes, et puis ensuite commandant de bataillon, de groupe, on dit dans la DCA, ça veut dire environ 800 hommes. Et puis ensuite, on est venu me chercher en tant que genevois et puis militaire de cœur pour prendre une fonction unique dans l'armée suisse, qui est celle de protéger l'aéroport de Genève en cas de situation de sécurité dégradée. D'habitude, c'est la police et puis on peut faire appel à l'armée si besoin. Alors actuellement, pendant qu'on se parle, c'est la police qui assure la protection de l'aéroport, mais il y a des situations où il y a des besoins accrus de sécurité, des conférences internationales par exemple, et là, la police délègue à l'armée un certain nombre de tâches, dont celle de protéger l'aéroport de Genève. L'armée est obligatoire en Suisse, le service militaire du moins. C'était quelque chose qui vous motivait au départ ou vous y avez pris goût avec le temps ? Moi, j'ai pris goût avec le temps, pas tellement à l'armée en tant que telle. Les armes, tout ça, ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéressait, c'est les relations humaines. Et la conduite humaine, le fait d'être chef dans l'armée et d'apprendre son métier de chef. Il y a à l'armée des situations uniques qu'on ne retrouve pas dans le service, où on se forge le caractère, où on fait des erreurs aussi, et on apprend à devenir chef. C'est cette dimension humaine qui me plaît dans l'armée. Vous avez grandi à Genève, si je me Absolument. trompe pas. C'est là que vous avez fait votre service militaire ? Non, j'ai fait ça à Payerne et puis ensuite en Suisse allemande, du côté de Zurich. Alors on le sait, vous avez gradé, il y a une tradition, c'est la marche des 100 km pour les officiers de l'armée suisse. Vous vous rappelez de cet événement ? Je me rappelle très bien jusqu'à peu près au kilomètre 86. Après, j'étais complètement crevé, complètement fusé, mais on a terminé dans un temps qui était tout à fait honorable et on a même terminé 3e patrouille. Pas mal. Vous avez un autre souvenir marquant de votre service militaire ou de vos jours à l'armée ? Ouais, j'ai beaucoup de souvenirs, mais ce qui me revient toujours, c'est le contact avec les hommes, avec la troupe. C'est le fait d'être là pour une mission et de prendre les gens avec. Je me souviens d'un exercice au Gothard en hiver. Il neigeait, il y avait du vent à travers le Gothard. Il fallait protéger le Gothard contre des avions dont on ne savait qu'ils n'allaient jamais venir, puisque c'était une situation d'exercice. Et pourtant, au milieu de la nuit, il fallait être avec les hommes pour essayer de les motiver à rester en mission, alors qu'on savait que rien n'allait se passer. Ça, c'est des situations uniques où on ne peut pas apprendre la manière de diriger dans un livre. Il faut le vivre, et puis il faut être avec les hommes. Il y a des recrues, il y en a qui n'ont pas envie d'être là. Comment est-ce qu'on fait pour les motiver ? Quel est votre secret ? Alors, je ne sais pas s'il y a des baguettes magiques, mais ce qui aide beaucoup, c'est le fait d'atteindre collectivement un objectif. Et donc, si on parle du groupe, de l'importance du groupe et de réussir ou d'achever quelque chose ensemble, c'est quelque chose qui, en principe, rencontre l'adhésion. On disait dans les années 2000 ou avant qu'une fonction, un poste à l'armée au gradé, n'était pas forcément compatible avec une carrière civile à l'étranger.
C'est le cas et c'est toujours le cas? On disait aussi le contraire, hein. On disait aussi qu'il fallait Ça a aidé à grader dans les institutions être suisses. gradé pour faire une carrière dans les banques suisses notamment. Je pense que les deux sont vrais. Moi, j'ai vécu les deux et il est vrai qu'à l'armée, on apprend des choses qu'on n'apprend pas dans le civil. On a l'occasion de les vivre, on a l'occasion de faire des erreurs, de voir tout de suite ces erreurs. On ne peut pas se cacher derrière un faux semblant. Et puis, il faut d'un autre côté compter sur la compréhension de nos employeurs, de nos collègues aussi. Et je crois que cette compréhension, en tout cas c'est mon expérience, est largement donnée. Vous avez fait l'ensemble de votre carrière en Suisse. Une expérience à l'étranger, ça vous aurait intéressé? Oui, ça m'a intéressé et j'ai eu l'occasion de le faire sur la forme de mandat. Lorsque j'étais chez KPMG, on a eu de nombreux mandats à l'étranger sur une longue durée, donc quelques semaines, quelques mois. Et c'est effectivement une expérience très enrichissante. Dans quel pays? Dans les pays européens, France, Italie, Angleterre, Allemagne, Espagne, mais aussi des pays plus lointains, d'Afrique, d'Amérique du Sud, pour des mandats ponctuels. On revient en Suisse. Philippe Fleury, avec, on l'a dit en introduction, vous avez travaillé pendant 5 ans auprès des autorités fédérales à Berne, à la tête notamment de la lutte contre le blanchiment d'argent. Vous avez donc vécu à Berne aussi? Absolument. J'étais un des rares romans qui vivait à Berne. Comment s'est passée votre intégration? Je ne vois un roman qui débarque à Berne. Alors, c'était une volonté pour moi de vivre à Berne et non pas de faire les trajets entre Fribourg et Berne comme le font la plupart des romans. Je voulais m'imprégner de ce microcosme. Ça s'est très bien passé. Il y a une très belle qualité de vie à Berne. J'ai peu à peu rafraîchi mon suisse-allemand. Et donc, évidemment, quand on parle suisse-allemand, ça aide beaucoup. On est moins un étranger. Et c'est une période que je regarde avec encore des étoiles dans les yeux parce que c'est une très belle qualité de vie. Sans être trop dans les clichés non plus, il y a des différences en matière de travail, de fonctionnement? Pas tellement. Il y en a une qui me saute aux yeux, c'est que les Suisses allemands commencent tôt à travailler, vers 7 heures du matin. Ils ont une pause extrêmement réduite à midi, mais quand on dit midi, c'est faux. Ils prennent à 11h30 du matin, et puis à partir de 16h, il n'y a plus personne. Mais c'est parce que les gens ont commencé plus tôt. Lutte contre le blanchiment d'argent, en quoi consistait votre travail à Berne concrètement? L'autorité de contrôle anti-blanchiment, où je travaillais, a été créée au moment où la loi sur le blanchiment d'argent en Suisse a été lancée. C'était une des autorités qui était censée faire appliquer cette loi sur le blanchiment d'argent. Les banques, la Commission fédérale des banques s'occupait du marché bancaire, l'Office fédéral des assurances privées s'occupait des assurances et l'autorité où je travaillais s'occupait de tout le reste, de tout le marché financier. Il fallait donner la licence à des intermédiaires financiers, ensuite les surveiller et au besoin les sanctionner. Plus largement, vous avez conseillé de nombreux clients suisses comme internationaux sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Quelle est votre expérience le plus marquante dans ce domaine? Alors, ce qui est le plus marquant, c'est les situations où les choses n'ont pas marché. Malgré les procédures en place, malgré la bonne volonté des hommes et des femmes chargés d'appliquer la loi, là où c'est marquant, c'est quand les choses n'ont pas fonctionné et quand il y a eu des actes de blanchiment d'argent ou des actes préalables au blanchiment d'argent, corruption, crime, qui engendrent des flux d'argent qui rentrent ensuite dans le circuit financier et qui ne sont pas détectés. Alors, vous me pardonnerez de ne pas pouvoir donner des noms et des situations, mais ça, c'est des mandats assez marquants. Nous, on a toujours le bon rôle, on vient après coup, et puis on regarde ce qui s'est passé avant, avec les yeux d'après. Donc c'est toujours beaucoup plus facile que lorsqu'on est dans le feu de l'action. Justement, dans ce genre de situation, on apprend un petit peu de ses erreurs pour les prochains. Comment on tire le bilan de... Alors j'ai rencontré des intermédiaires financiers qui étaient toujours très conscients de leurs obligations et très désireux d'avancer. Lorsqu'il y a eu des erreurs, c'était des erreurs individuelles de personnes, de la malveillance aussi individuelle, mais j'ai rarement rencontré des erreurs ou des défaillances de système ou d'institutions. J'ai toujours rencontré des institutions et des hommes et des femmes qui les composent qui voulaient faire bien. Revenir dans le privé après, donc vous êtes revenu finalement de Berne à Genève, après 5 ans passés là-bas. C'était une opportunité chez KPMG, qu'est-ce qui a amorcé ce retour? Ou alors vous étiez fixé une date butoir avant de partir?
C'était dû à deux raisons. La première, c'est que au contour des années 2005-2006, a été créée la FINMA. La FINMA était la réunion de trois autorités, Commission fédérale des banques, Office fédéral des assurances privées et l'autorité de contrôle. Et donc, on était tous assez excités de dire on va faire partie de cette FINMA, on va créer la FINMA. Le conseil d'administration de la FINMA, lorsqu'ils ont été nommés, ont pris une première décision, c'est d'arrêter tous les travaux de fusion en attendant la fusion proprement dite. Alors là, évidemment, ce n'était pas très motivant pour des collaborateurs jeunes et qui en voulaient. C'était la première raison. La deuxième raison, c'est que le monde privé était la continuation normale du travail que je faisais pour les autorités, mais de l'autre côté du miroir. Et le fait de pouvoir faire bénéficier notre expérience était une perspective assez enrichissante. Et puis l'affaire, avant de passer à la deuxième partie et de comprendre vraiment son fonctionnement, comment s'est organisée votre arrivée à l'affaire? On est venu vous chercher? Comment ça s'est passé? Oui, alors mon arrivée à l'affaire est due au hasard. J'ai eu 50 ans il y a 2 ans et aux 50 ans, on m'a dit tu vas réfléchir à ton avenir. J'ai dit non, je suis très bien chez KPMG, tout va bien. J'ai eu 50 ans et j'ai réfléchi à mon avenir. Et je me suis dit, est-ce que je veux continuer chez KPMG jusqu'à la fin de ma carrière? Tout allait bien, j'avais une super équipe, des super clients, des super mandats. Ou est-ce que je veux me donner encore une chance de faire quelque chose de très différent? Et c'est là qu'on est venu me chercher pour la faire. Et au bout d'un processus, j'ai accepté avec plaisir de la rejoindre. Vivre quelque chose de différent, c'est prendre un risque. Qu'est-ce qui a fait qui vous a donné le déclic pour le faire? Justement, le fait de prendre un risque, de me remettre en question, de sortir de ma zone de confort, de faire quelque chose de très différent. Je ne voulais pas changer pour changer, mais changer pour faire quelque chose de très différent. Et ce qui m'a plu dans l'aventure faire, si on peut l'appeler comme ça, c'est une dimension managériale, 500 collaborateurs, une dimension politique, une dimension médiatique. On est là avec vous aujourd'hui, une dimension service public, parce que l'affaire veut être au service de ses membres, et ses membres, c'est à peu près la moitié des entreprises du canton. Une dimension aussi d'être utile, de faire quelque chose pour la communauté, tout ça m'a séduit. Une période d'intégration qui a duré 6 mois, si je ne me trompe pas, avec votre prédécesseur Blaise Mathey. Vous vous connaissiez d'avant? On se connaissait d'avant avec Blaise Mathey, oui. Vous avez même écrit des vers pour lui rendre hommage. C'était lors de l'Assemblée générale, lors de votre premier discours. Amateur de poésie? Réminiscence de mes études de lettres de l'époque. Lorsque nous vous avions interviewé juste après votre prise de fonction dans la GFI, vous nous aviez indiqué avoir pris le bureau de l'assistante de Blaise Mathey et non le sien, qui était un bureau sublime et énorme, je vous cite. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas. C'était une décision qui n'avait rien contre Blaise Mathey, mais qui voulait montrer mon style de management. Je veux être près des équipes, je veux être abordable, j'ai pas besoin d'un grand bureau pour montrer ce que je fais. Non pas que Blaise en ait eu besoin, mais moi, je n'en avais pas besoin. Et je voulais être au cœur des équipes, avec eux. Et un bureau d'une assistante montrait bien l'esprit de service dans lequel je voulais rentrer dans la maison. Philippe Fleury, il est temps de dresser un premier bilan de cette année à la tête de la Fédération des entreprises romandes de Genève. À votre arrivée, vous vous êtes engagé à élargir l'offre existante de services aux 29 000 entreprises membres de l'organisation, au domaine de la cybercriminalité ou de la transition énergétique notamment. Vous aviez présenté votre programme dans les colonnes de la GFI il y a près d'1 an. Et vous venez justement de proposer une nouvelle gamme de services en matière de durabilité pour accompagner les PME dans leur transition énergétique. Pouvez-vous nous donner quelques exemples précis de ces nouveaux services qui sont déjà disponibles pour vos membres? Alors, ces services partent d'un constat. Ce constat, c'est que les entreprises ont envie de faire quelque chose en matière de durabilité, sentent le besoin de le faire et la pression aussi de le fournisseur de le faire, mais n'ont pas les compétences, n'ont pas les connaissances, n'ont pas le budget pour savoir quand commencer, par quoi commencer, qui c'est qui peut m'aider. Et l'affaire veut les aider. Alors, on a développé une gamme de services qui va s'enrichir au fil du temps et qui s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, c'est la sensibilisation. Et on offre déjà des formations
en présentiel, par film, en e-learning, pour sensibiliser les collaborateurs d'une entreprise. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'état des lieux. Où est-ce que j'en suis ? On offre donc, on propose des bilans carbone, des bilans énergétiques, notamment des bilans de mobilité pour savoir où est-ce qu'on en est. Puis une fois qu'on sait où on en est, vient l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Et là, on a des ateliers pour embrasser cette transition énergétique. On offre des formations pour développer des plans de mobilité, par exemple, pour changer la manière dont on se chauffe ou dont on utilise l'énergie. C'est le troisième axe, l'action. Cette offre va encore s'enrichir avec le temps. C'est en fait pas seulement l'affaire qui va rendre ces services, c'est nos membres, c'est nos partenaires avec qui on a conclu des contrats qui vont dérouler le menu qui a été fixé par l'affaire. Mais alors justement, voilà, parce que si je comprends bien, il y a certaines prestations qui seront fournies par la FAIR Genève elle-même et puis d'autres par ses prestataires externes dont vous venez de parler. Qui sont-ils ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'eux et puis comment vous les avez choisis ? Alors, merci pour la question. Effectivement, le gros des services ne sera pas fait par l'affaire. Elle sera fait par nos prestataires dans une réflexion qui est assez simple. On voulait une réflexion win-win-win. Win pour notre client membre qui veut faire quelque chose en matière de durabilité. Win pour nos prestataires, membres de l'affaire, à qui on va apporter des mandats, apporter du business. Win pour l'affaire, pas tellement en termes financiers, mais en termes d'être utile, de faire quelque chose pour ses membres. Alors, on est en train de contacter ceux parmi nos membres qui sont actifs dans le domaine pour leur proposer ces modules de services dont on a, nous, déterminé le contenu avec eux et pour leur dire, ben voilà, pour tel et tel module, par exemple, bilan carbone, bilan gaz à effet de serre, le prestataire A, B, C, D ont été sélectionnés par l'affaire. Alors, comment on fait pour les sélectionner ? D'abord, il faut les choisir dans leur cœur de métier. Donc, il faut que la durabilité soit leur cœur de métier et qu'ils puissent le démontrer. Ensuite, on va leur demander un certain nombre de credentials, on dit en anglais, d'expériences passées ou de certifications qui montrent qu'ils peuvent faire ces services. Deuxième chose, on va les instruire à nos modules. On les a développés avec eux. Et puis, troisième chose, on va vérifier le résultat de leur travail en envoyant systématiquement aux clients un questionnaire de satisfaction à la fin du mandat pour être sûr que prestataires, clients et FAIR, on puisse tous monter en compétences avec le temps. Mais donc, tous ces prestataires, si je comprends bien, sont aussi des membres de l'affaire ? Oui, c'est une condition Okay. qu'on a voulu poser. Et vous auriez quand même un exemple d'un de ces prestataires, par exemple ? Alors, je ne vais pas donner de nom ici parce que tous les autres seront fâchés. Mais si vous allez sur notre site actuellement et dans les semaines à venir, vous trouverez la liste des prestataires qui proposent un certain nombre de services. Ça concerne combien d'entreprises sur les 29 000 ? Vous avez un ordre de grandeur ? Pour ceux qui vont fournir des services, on parle actuellement d'une centaine qui sont dans le processus de sélection. Alors, vous évoquez également un tarif abordable pour les PME. Donc, ça veut dire que ces services, déjà, ne seront pas inclus dans la cotisation annuelle des membres, qui est de 300 francs, je le rappelle. C'est juste, c'est des services additionnels à la cotisation de base. C'est un modèle qui n'est pas nouveau à l'affaire. Nous avons une offre de services où les membres payent en fonction de leur consommation. On a un service juridique, une société qui s'occupe de santé et sécurité au travail, une offre de formation importante, pour lesquels les membres payent en fonction du service qu'ils demandent. Et donc, ces nouveaux services, durabilité, cyber et autres, s'inscrivent dans la même logique. Et pour un service, par exemple, en plus, combien cela peut coûter précisément c'est un ordre de grandeur à peu Ça près. dépend des modules, mais il faut compter entre 500 francs pour la formation jusqu'à des modules qui coûteront 5, 6, 7 000 francs pour des choses plus importantes. Il faut dire aussi que ce prix sera modulé en fonction de la complexité de la tâche. Et cette complexité, on l'a traduite en nombre de collaborateurs. Et donc, les petites entreprises avec peu de collaborateurs paieront moins cher que les plus grandes entreprises avec plus de collaborateurs.
Alors, vous vouliez développer aussi une offre personnalité de service en matière de cybercriminalité, vous venez de l'évoquer. Vous aviez notamment indiqué vouloir proposer un bilan du système de protection contre les cyberattaques pour les petites entreprises. Est-ce que ce projet est toujours d'actualité et où en êtes-vous? Il est plus que jamais d'actualité et ces services en matière cyber sortent le 15 juin. D'accord. Alors, on en saura plus d'ici là, j'imagine. Absolument. Alors, c'est le 6e service qu'on sort depuis le début de l'année, 6e nouveau service pour les membres qu'on sort depuis le début de l'année. Et le service cyber est le dernier de cette série de 6 à sortir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont manifesté leur intérêt. Oui, il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent que c'est une vraie préoccupation pour eux, qu'on tape juste avec ces services cyber et de durabilité, que c'est vraiment une préoccupation. On le voit avec les attaques cyber, on le voit avec les exigences durabilité qui commencent à fleurir en Europe, et nul doute qu'elles viendront chez nous. Les inscriptions déjà ouvertes? Alors, les inscriptions sont déjà ouvertes pour un certain nombre de services, dont le service de durabilité, pas encore le service de cyber, où les inscriptions seront ouvertes dès le 15 juin. Dernière question sur ces nouveaux services. Vous venez également d'annoncer le lancement d'un nouveau service juridique en ligne assisté d'une intelligence artificielle. Quels avantages par rapport au conseil juridique, je dirais, classique que vous proposez déjà à vos membres? Alors, les deux ne sont pas en contradiction, non en compétition, mais ils veulent se compléter. Qu'est-ce qu'on trouvera dans les services juridiques en ligne? On trouvera par exemple la possibilité de poser une question à un chatbot. Et ce chatbot va trouver la réponse dans notre livre, Le droit du travail au quotidien. On trouvera aussi une intelligence qui va permettre de calculer les délais. Vous savez qu'en droit du travail, c'est toujours un cauchemar de calculer le droit aux vacances, le droit à quand commence l'obligation de payer des allocations perte de gains, quand est-ce que ça s'arrête, etc. Le calculateur va le permettre. Il va permettre aussi de créer des documents, un contrat de travail, une lettre de mise en demeure, une lettre de licenciement s'il faut aller jusque-là. Et puis, il va permettre donc de résoudre plus rapidement un certain nombre de questions, je dirais plus mathématiques ou plus directes que lorsqu'on a besoin d'un conseil spécialisé. Ce conseil spécialisé, on va continuer à le proposer avec nos juristes. Merci pour ces explications. À la tête de l'affaire Genève, vous vouliez aussi être à l'écoute de la nouvelle génération. Vous dites vouloir anticiper ces nouveaux besoins en matière notamment d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Dans cette optique, vous vous étiez par exemple prononcé en faveur du congé parental. Vous aviez dit que ça allait dans le sens de l'histoire, malgré son coût, dans nos colonnes encore il y a un an. Cet avis est-il partagé par tous vos membres? Non pas par 100% de nos membres, mais par une large majorité de nos membres qui voient bien les besoins de la génération des jeunes qui sont sur le marché du travail maintenant. Vous savez, on est dans une situation où on manque de main-d'œuvre. Et donc, on a besoin d'attirer des talents. Pour attirer des talents, il faut leur proposer un certain nombre d'éléments qu'ils demandent. La meilleure conciliation entre vie privée et professionnelle, des horaires flexibles peut-être, le fait d'être là quand il y a des coups de bourre, le fait de pouvoir prendre congé quand il n'y en a pas. Tout ça, c'est des éléments extrêmement importants que demandent les jeunes avec le travail, que les patrons veulent et doivent leur offrir s'ils veulent rester compétitifs sur le marché de l'emploi. Donc le rôle de l'affaire, c'est aussi de faire accepter ça aux patrons, justement? Alors, le rôle de l'affaire est double. D'abord, il faut les écouter et il faut savoir où ils en sont. Parce que notre rôle, c'est de les défendre et de défendre quelles sont leurs vues. Le deuxième rôle, c'est une fois qu'on a pris une position, une fois qu'ils nous ont dit ce qu'ils voulaient et que ça nous paraît faire du sens, de le répandre et puis de dire que cette solution est faisable et de faire en sorte qu'elle puisse rentrer en force. Et donc, c'est ce double jeu d'écouter et d'agir qui est une des marques que j'aimerais que l'affaire fasse dans les prochains mois et les prochaines années. Dans cette optique, vous vous êtes aussi dit favorable, par exemple, à la mise en place d'une semaine de 4 jours. C'était à titre personnel, je le rappelle, à la condition que les salariés arrivent à fournir le même nombre d'heures sur 4 jours que sur 5. Comment cela se matérialise concrètement et est-ce faisable pour toutes les entreprises? C'est pas faisable pour toutes les entreprises, c'est notamment pas faisable pour les entreprises de production. Là où on produit quelque chose dans l'industrie, c'est pas possible. Les machines doivent tourner 7 jours sur 7 et il faut des gens qui accompagnent ces machines. Mais il y a un certain nombre de services
de réalité économique où c'est possible. Alors j'ai dit que ce modèle devait être rendu possible. Je n'ai pas dit qu'il fallait y aller et que tout le monde devait y aller, mais c'est un modèle qui peut faire sens pour un certain nombre d'entreprises parce qu'il répond aux aspirations de la nouvelle génération. Et vous avez des exemples d'entreprises membres qui adopteraient déjà ce type de nouveau modèle Alors, pas la semaine de 4 jours, mais la semaine de 4,5 jours, oui. Il y a un certain nombre d'entreprises qui décident de de commencer le travail à 6 heures du matin ou à 7 heures du matin, tous les jours, et de laisser le vendredi après-midi de libre. C'est déjà une réalité dans certaines entreprises. Pour ce qui est du télétravail, on parle d'un retour en arrière, du retour au bureau, justement. Est-ce que vous avez des chiffres auprès de ces 29 000 membres ça représente le télétravail aujourd'hui sur un retour complet On n'a hélas pas de statistiques, mais on a une tendance. Et effectivement, après le Covid, on était parti de l'idée que toutes les entreprises qui le pouvaient allaient offrir 1 à 2 jours de télétravail, plutôt 2 jours d'ailleurs. Et Beaucoup reviennent en arrière. À mon grand regret, passablement d'entreprises sont en train de revenir en arrière en disant 2 jours c'est peut-être beaucoup, allons sur 1. C'est une tendance que je déplore personnellement. Ce qui a été possible pendant le Covid et après le Covid est toujours possible maintenant. Les conditions et les circonstances n'ont pas changé. Et je pense que ces entreprises qui réduisent la possibilité de télétravail ne sont pas en phase avec les aspirations de la génération montante qui demande, elle, plus de flexibilité. Et c'est assez regrettable. Peut-être juste une dernière question pour clore cette partie. La Suisse a officiellement ouvert des négociations avec l'Union européenne en mars dernier. Au sein de la Confédération, les craintes sont très grandes, au sujet notamment du dumping salarial. La gauche et la droite ne sont pas vraiment d'accord sur le sujet. Mais quels sont les risques concrètement pour la Suisse ? C'est une excellente question. Nous y voyons une opportunité. L'Union européenne, c'est le plus grand marché de la Suisse. Ça représente 56% de nos exportations et de notre balance commerciale. 56%. C'est-à-dire que c'est notre partenaire de loin le plus important. Si vous combinez cette réalité avec le fait que dans quelques années, on parle de 2030, 500 000 emplois occupés actuellement ne trouveront pas preneur à cause de la pénurie de main-d'œuvre, vous comprenez tout de suite que la Suisse a intérêt à conclure un accord avec l'Union européenne. Pas à n'importe quel prix, évidemment. Nous sommes très attachés au principe aussi évoqué par les syndicats du même salaire ou même conditions salariales au même endroit pour le même travail. Et donc, si les entreprises étrangères veulent venir en Suisse, elles devront s'adapter aux réalités du marché en Suisse. Il nous semble que les négociations menées avec l'Union européenne à titre préparatoire, qui ont abouti sur un document qui s'appelle le Common Understanding, sont une base tout à fait intéressante et appropriée pour avancer les négociations et conclure un accord équilibré avec l'Union européenne. La Suisse en a besoin. Merci Philippe Fleury. Philippe Fleury, lancer une start-up, plus avantageux à Genève ou Zurich aujourd'hui ? Égal. Plus facile de se loger à Genève ou à Zurich ? Alors pour le moment, hélas, les chiffres montrent que c'est plus facile à Zurich. Se baigner dans le lac, plus agréable à Zurich, Genève ou pareil les deux ? Les deux sont très agréables. Et puis les meilleures conditions cadres pour les PME, Genève, Zurich ou Berne, puisque vous y avez vécu ? Alors, je pense que Zurich et Genève offrent un écosystème en termes de formation, d'accès à la main-d'œuvre, de qualité de vie, qui est assez unique et très comparable entre les deux. Merci beaucoup, Philippe Fleury, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci à vous. Merci Laure. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour rencontrer de nouveaux entrepreneurs, entrepreneuses en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.